Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue, toujours en direct, toujours en public, ici même, Palais des Congrès, Porte-Maillot, Parité Performance, une dynamique de gouvernance. Xavier Delcros, Conseil de l'Ordre des avocats, le micro est à vous. Donc je suis un petit peu illégitime et le canard de l'opération, puisqu'en l'occurrence vous avez 3 jeunes femmes de grande qualité, de grande performance, qui vont donc vous exposer ce qu'il en est de la participation des femmes dans la gouvernance des entreprises, ce qui participe évidemment d'une dynamique dont Madame Floriane de Saint-Pierre va vous montrer d'abord le panorama en termes de chiffres et en termes de perspectives. Merci à vous. Alors, je suis la présidente de l'Observatoire Ethics and Boards. Pour Ethics and Boards, nous monitorons les critères extra-financiers relatifs à des sociétés cotées, notamment le CAC 40 et le SBF 120 et des indices internationaux. Et donc, je vous ai fait quelques slides pour vous présenter le post-AG 2012 et l'état de la parité. Donc, nous observons qu'en 2009, dans le CAC 40, il y avait 10,7% de femmes. Nous sommes passés un an après à 16,5. 2011, avec l'impact de la loi Zimmermann, 20,6 et 23,7 en post-AG au 2 juillet de cette année. Donc, on voit cette courbe très ascendante par rapport aux indices qui n'ont pas de loi sur les quotas et qui sont restés stables. D'autres learnings que l'on observe, qui sont les femmes dans le CAC 40 en 2012. Elles sont plus jeunes. Oui, elles sont plus jeunes que les hommes, de 6 ans. En général, ce sont des femmes qui ont un rôle exécutif. Elles sont plus internationales, de 4 points. 29% d'entre elles sont internationales par rapport à 25% des hommes administrateurs du CAC 40. Et elles sont beaucoup plus indépendantes, puisque 66% d'entre elles répondent aux critères d'indépendance. Mais il y a un moins qui est intéressant. Elles sont moins rémunérées, leur jeton de présence moyen est inférieur à celui des hommes. Alors on s'est demandé pourquoi. Il y a 2 réponses. D'abord parce qu'il y a très peu de femmes présidentes de conseils dans le CAC 40. Et ensuite, il y a moins de femmes également qui sont présentes sur plusieurs comités. Donc, mathématiquement, on arrive à ce fait. Nous avons également regardé la présence des femmes au sein des comités, car nous nous sommes posé la question de savoir s'il y avait au moins une femme dans chaque comité de nomination. Alors, on a regardé dans le SBF 120 et il n'y a que 56 comités qui ont au moins une femme au sein de leur comité de nomination. Les femmes sont plus présentes au sein du comité d'audit et c'est assez similaire au comité de nomination en ce qui concerne le comité de rémunération. Un avant-dernier slide pour se dire où en sont les femmes représentants de l'État. Là, une grande avancée puisque en 2011, il y avait 0 femme représentant de l'État dans le CAC 40, ce qui était un petit peu étonnant. Nous en avons 5 aujourd'hui, mathématiquement 3 avec l'arrivée de Safran qui a rejoint le CAC 40 et 2, une au sein de GDF et une au sein de EDF. Et le SBF 120, nous passons donc de 15 à 25. Dernier slide, les femmes à la tête des sociétés cotées. Nous voyons que nous avons beaucoup de progrès à faire. Que ce soit pour le CAC 40 ou le SBF 80, il n'y a pas de femmes CEO de ces sociétés. Pour le Dow Jones International, nous en avons 4. Et le FTSE 4, si on prend un échantillon de 30 sociétés. Voilà, je vous redonne la parole, cher Xavier. C'était un petit état des lieux de la gouvernance. Bien, je vous remercie, chère Floriane. Vous voyez que les progrès sont très importants à réaliser et que dès lors, la législation française de la loi
de Madame Zimmermann du 27 janvier 2011 ne fait que précisément donner une impulsion juridique qui ne correspond malheureusement pas en l'état actuel encore à un état des lieux. Et quant à cet état des lieux que vous venez de nous brosser, eh bien, il nécessite maintenant que nous voyions ce qu'il en est de l'apport en termes de performance et en termes d'indépendance quant à la spécificité, à la qualité de l'intervention des femmes dans la gouvernance d'entreprise. Et ce sera par conséquent désormais la parole à Madame Brigitte Longuet, qui donc va vous développer ce qu'il en est de l'apport spécifique de la qualité féminine dans la gouvernance d'entreprise, pour peu qu'on en ait en l'état actuel l'expérience. Quel programme? Apport spécifique des femmes dans la gouvernance. Je vais prendre peut-être le problème un petit peu différemment. On parle beaucoup de gouvernance, vous savez que ça fait une décennie que l'on parle de bonne gouvernance et d'amélioration de la gouvernance, et que finalement il ne se passe pas tellement de choses. Les lois sur l'entrée des femmes dans les conseils d'administration vont être un élément de nouveauté dans la gouvernance. Cela va permettre de réfléchir à d'autres profils. Il y a une obligation de faire entrer des femmes, et 40% jusqu'en 2018, mais c'est en réfléchissant sur le profil des femmes qu'on va réfléchir à une nouvelle gouvernance. C'est la nouveauté d'apporter d'autres personnes, d'autres éléments dans ces conseils, d'autres membres qui n'y sont jamais venus jusqu'à présent, qui va apporter une meilleure gouvernance parce qu'elle va créer la diversité. Le chef d'entreprise peut être considéré comme un chef d'orchestre. Il doit animer son conseil. Très souvent, ce n'est pas le cas. Le chef d'entreprise va parler au sein du conseil et peu de membres du conseil vont parler. En fait, c'est souvent un monologue ou des explications par ceux qui travaillent dans l'entreprise de ce qui s'est passé. À partir du moment où on va avoir des profils différents, des profils diversifiés, et vous allez avoir automatiquement des experts qui vont être là, dans des administrateurs indépendants, puisqu'ils ne feront pas partie de l'entreprise, vous allez avoir des experts. Et ces experts seront recrutés automatiquement. Ce sera des expertes en partie, puisqu'il faudra mettre plus de femmes que d'hommes dans l'avenir, mais ces expertes devront recouvrir des domaines plus diversifiés. Et c'est en ce sens que la nouveauté va engendrer une nouvelle gouvernance. Sur la performance, je laisserai Dominique de la Garandrie parler. En tous les cas, il y a des statistiques, lorsque on parle de sociétés plus masculines ou de sociétés plus féminines, on sait que lorsque les équilibres ne sont pas respectés, nous avons des sociétés souvent plus violentes. Je ne vais pas parler de ce qui se passe en Inde ou en Chine. Vous savez que grâce aux échographies, aux amniosynthèses et pendant la grossesse, on peut choisir le sexe de son enfant. Et on arrive à des aberrations dans certaines grandes villes chinoises ou indiennes où vous avez 150 garçons pour 100 filles. Alors que le ratio normal dans toute la société, dans tout le monde, en démographie, c'est 106 contre 100. Et on arrive à analyser ces sociétés en considérant que ce sont des sociétés beaucoup plus violentes. Donc normalement, l'arrivée des femmes dans des conseils d'administration devrait pacifier également la gouvernance. Ça va apporter de la nouveauté, ça va apporter de la diversité et ça va apporter de la pacification dans les relations entre groupes d'actionnaires. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps, en laissant la performance à Dominique de la Garandrie. Bien, grand merci Brigitte. Donc Dominique de la Garandrie, qui a été bâtonnier, la première femme de toute l'histoire du barreau de Paris à avoir été bâtonnier, mais ça, pardon Dominique de le rappeler, hein, même si c'est une antienne qu'on répète comme le refrain d'une belle poésie. Donc, au surplus, spécialiste du droit et de la gouvernance des entreprises, va nous dire en quoi la performance et l'indépendance des entreprises résultent de l'indépendance et de la performance des femmes dans l'entreprise. Merci à vous. Merci et bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'était un peu un défi d'être présent aujourd'hui avec cette table ronde concernant les DAF. Parce qu'il me semble que c'est probablement dans le domaine administratif et financier qu'il peut peut-être y avoir le plus de réserve sur le lien entre la performance et la présence des femmes. Pourquoi ? Parce que la performance financière, la performance économique, c'est évidemment le but, l'essentiel et le cœur même de la vie de l'entreprise.
Mais par ailleurs, il y a aussi les performances extra-financières. Et je me demande si dans cette réflexion qui dépasse désormais celle de simplement la justice pour qu'il y ait des femmes à des niveaux de responsabilité dans les entreprises, que ce soit en qualité de dirigeante, en qualité de CEO ou en qualité d'administratrice, s'il ne faut pas, là, réfléchir à cette notion de performance. Et je me suis retournée vers une étude à laquelle je vous renvoie, qui est un petit peu ancienne, mais qui avait été faite par le Women's Forum, pour le Women's Forum par McKinsey. Et ça fait partie des quelques expériences qui consistaient à démontrer, avant que la loi n'existe sur l'obligation des femmes dans les conseils d'administration, démontrer qu'il y avait un intérêt. Et l'intérêt, c'était la performance. Alors, comment s'y prend-on ? Eh bien, McKinsey a fait une étude dans laquelle il a été mis en place des indicateurs que je vous donnerai rapidement. Ils ne sont pas essentiels, mais vous verrez que pour les 5 premiers, tout de même, pour les dames qui sont dans la salle, ça vous fera plaisir. Et à partir de ces critères, McKinsey a comparé les résultats des entreprises. Alors, résultats de l'EBITDA, quand même, enfin de la marge opérationnelle, pardon. Marge opérationnelle du double, là où les femmes avaient la place qu'elles méritaient au sein des entreprises. Et puis, d'autre part, il y avait une analyse de cette performance en disant que c'était sur le terrain organisationnel que les femmes étaient beaucoup plus performantes et qu'au surplus, il fallait une masse critique, c'est-à-dire la masse critique, c'était au moins 3 femmes. Alors 3 femmes où ? Dans les conseils d'administration, mais pas seulement. Il y a la question des COMEX, des CODIR, où c'est tout aussi essentiel. Et quand on commence à envisager la situation des femmes dans ces instances dirigeantes ou dans les instances de direction, il faut alors savoir comment elles y arrivent. Et le fait d'y arriver, c'est la nécessité de mettre en place un système qui permette non seulement de découvrir les hauts potentiels, mais de les suivre de façon à les pousser, à les propulser jusque là où elles devraient être si elles osaient demander. Parce qu'en général, elles n'osent pas demander. Et donc, il y a une démarche qui s'est mise en place. Je vous renvoie là, parce qu'il y a beaucoup d'études quand même, je vous renvoie là une étude de la HALD qui date de 2009, qui avait exactement expliqué, à partir d'expériences de grandes entreprises, comment on pouvait suivre le parcours de femmes à l'intérieur de l'entreprise et les mener là où elles vont avoir d'abord une visibilité, mais ensuite faire partie de ce corps dirigeant qui aboutit à des performances. Alors, les 9 critères, je vais vous les donner. Vous allez voir qu'ils sont quand même assez intéressants. Il s'agit de la performance organisationnelle, c'est ce qui a été mesuré. Alors, nous avons le développement des autres, les attentes et la reconnaissance et l'exemplarité. Ce sont 3 critères qui sont les plus fréquents chez les femmes et qui seraient, je ne fais que citer une étude, mais elle est quand même savante, qui seraient moteurs de performance. Ensuite, un peu plus fréquent chez les femmes, l'inspiration et la prise de décision participative. J'ai vu dans la liste des participantes aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre vous ont des fonctions effectivement dans les entreprises. Je vous renvoie à votre expérience sur la prise de décision participative. Je suis certaine que vous comprenez immédiatement de quoi il s'agit. Alors ensuite, aussi fréquente, en tout cas en moyenne, c'est la stimulation intellectuelle. Alors, mesdames, bravo pour la stimulation intellectuelle et pour la communication efficace. Là, seules les 2 dernières sur lesquelles peut-être c'est plus fréquent pour les hommes, c'est en tout cas une concession que fait l'étude, c'est la prise de décision individuelle, évidemment, à partir du moment où on joue plus collectif et plus participatif, c'est moins une décision individuelle. J'ajouterais, mais c'est mon commentaire personnel, autoritaire.
Et puis enfin, le contrôle et les actions correctrices. Alors il paraît que ça, ce serait l'apanage des messieurs de faire le bilan et d'essayer de corriger quelque chose qui n'irait pas très bien ou qui n'irait pas peut-être dans le sens de la performance, puisque nous parlons de la performance. Inutile de vous dire que je m'inscris en faux. Merci beaucoup, Dominique. Donc là, il y a une transition que nous propose Dominique de la Garandrie en parlant de bilan. En réalité, en parlant de bilan, on revient à une question qui est une question de chiffres, à savoir la question de la parité en termes de compétences et en termes de rémunération, et j'allais dire de statut financier. Et je me retourne vers Floriane pour lui demander ce qu'elle peut nous dire sur précisément ces disparités qui existent en ce qui concerne donc les questions de parité de compétences et de parité de rémunération. Alors, effectivement, c'est quelque chose que l'on commence, nous, à monitorer au niveau d'Ethics and Board sur les jetons de présence, et vous l'avez vu. Dans les bilans sociaux des entreprises, bien sûr, la rémunération et les écarts de rémunération sont également des données publiques et que l'on peut monitorer. En revanche, comme je le dis toujours, il y a une grosse patate qui s'appelle cadre. Alors, à l'intérieur de cette grosse patate qui s'appelle cadre, nous avons aussi bien les cadres de toute seniorité. Donc, il serait tout à fait intéressant que, dans le cadre du bilan social, nous puissions avoir plus un classement plus fin avec le comité de direction et qui permettrait de vérifier à la fois quantitativement le nombre de femmes, mais également s'il y a des disparités de rémunération moyenne, et également, pourquoi pas, en tout cas pour les sociétés du CAC 40 et du SBF 120, après imaginer un top 100 des cadres pour pouvoir effectivement monitorer quantitativement la parité et également les écarts de rémunération, et puis avoir un seuil bien sûr plus faible pour les sociétés de taille moins importante. Alors, je voudrais enchaîner immédiatement. Je vous disais qu'il y avait ce domaine extra-financier, et effectivement, il y a probablement un outil qui pourrait être très utilisé, mais encore faut-il y réfléchir. Ce sont les nouveaux textes sur la responsabilité sociétale des entreprises, avec le décret d'avril 2012. Car ce décret donne un certain nombre d'indicateurs, et notamment au titre du sociétal, des indicateurs sur la loyauté du comportement. Et je me suis posé la question de savoir si dans la loyauté du comportement, on ne pouvait pas, ou peut-être dans les critères aussi sociaux, il y a des critères sociaux, environnementaux et sociétaux. Et dans ces listes d'indicateurs, je me demande si, volontairement bien sûr, car il s'agit là de démarches volontaires, les entreprises ne pouvaient pas choisir, lorsqu'elles ont une réflexion dans ce domaine, de viser un certain nombre d'indicateurs spécifiques concernant les femmes, les carrières des femmes, leur promotion et l'aide à leur promotion. On a là un outil qui jusqu'à présent était purement photographique, c'est-à-dire le bilan social, et qui désormais peut devenir un outil volontaire par une démarche qui sera par le chef d'entreprise au plus haut niveau et par les DAF en conséquence, le choix des critères qui vont permettre des indicateurs, lesquels, vous le savez, seront certifiés, puisque les données extra-financières seront désormais certifiées et qui feront l'objet du rapport annuel, qui figureront dans le rapport annuel. Donc il y a là, en même temps, comme nous le savons, parce qu'on le dit souvent, dans ce domaine-là, un outil aussi de promotion de l'entreprise et de communication et d'image. Et le tout regroupant évidemment la performance, puisque je suis chargée d'en parler. Bien. Je me retourne maintenant vers Brigitte Longuet pour lui poser une question qui regarde la variété des sociétés, regardant leur statut, leur structure, selon précisément la nature juridique de la société, et aussi en fonction précisément des domaines dans lesquels elles interviennent. Brigitte Longuet est présidente de la Commission nationale des professions libérales. Vous n'êtes pas sans savoir que les professions libérales s'organisent également en société, en tout état de cause, ont des questions de gouvernance. Considérant
cet aspect des choses, il y a aussi le problème des sociétés familiales, des sociétés à capital et également des différents domaines dans lesquels elles interviennent. Quelle est la place des femmes et quels seraient les retards dans la participation des femmes au regard des structures juridiques et au regard des domaines d'activité. Aussi bien précisément, on pourrait prolonger sur les professions libérales, mais il y a d'abord la première question qui est la question précisément des structures sociétales avant de voir les différents domaines d'activité. Ça ne marche pas. Là, voilà, excusez-moi. Dans le domaine que je connais, qui est le domaine des professions libérales, il y a beaucoup de femmes, puisqu'elles sont majoritaires dans les professions médecins, avocats, architectes. Mais au niveau de leur statut en tant qu'associés dans les structures, on ne retrouve en tant qu'associés que 20% de femmes. Donc vous voyez qu'il y a un grand retard à ce niveau, parce que il y a des femmes individuelles, mais à partir du moment où les groupements vont se constituer, ils seront majoritairement constitués d'hommes. Donc là, il y a un vrai retard. Dans les sociétés, dans les PME, il semblerait que la loi Zimmermann n'ait pas encore été toujours, je ne dirais pas comprise, mais connue. Je crois que dans beaucoup d'assemblées générales cette année, si le CAC 40 est parfaitement informé et a même devancé la conclusion de la loi, il n'en est pas de même dans les sociétés, dans les PME. Les sociétés plutôt familiales semblent avoir pris des femmes de la famille pour ne pas avoir d'éléments étrangers. C'est aussi bien les difficultés de faire entrer des femmes que de faire entrer des administrateurs indépendants. Parce que finalement, la problématique des femmes se mélange avec d'autres problématiques. Dans les PME, dans les petites sociétés, le pouvoir n'est souvent pas tellement partagé et on a du mal à faire venir des administrateurs indépendants. Or, les femmes, si elles ne sont pas dans l'entreprise, il faut bien les prendre comme administrateurs indépendants. Donc, des difficultés à faire venir des femmes. Mais si on reprend les choses d'une façon plus sociologique et plus générale, nous sommes en période de crise. Nous avons aujourd'hui des femmes très compétentes, qui réussissent mieux les concours que les hommes, et c'est terrifiant à ce niveau-là, parce que il faudra véritablement qu'il existe un correctif pour les hommes, puisque ça commence au bac, plus de femmes réussissent, les mentions, beaucoup plus de femmes ont de mentions, dans l'université, plus de femmes sont diplômées, dans les grandes écoles. Si vous voulez, cela monte, les pourcentages montent d'année en année, et il semble que le problème de compétence n'existe pas. Et dans une société où on a des problèmes économiques, ce serait vraiment dommage de se priver de l'arrivée de femmes à haut niveau qui peuvent apporter leur force de travail et qui peuvent apporter beaucoup à l'économie de notre pays. Donc, il faut le voir d'un point de vue micro, mais il faut aussi le voir d'un point de vue macroéconomique. Je pense que ces lois sont une chance pour la société et une chance pour les femmes. Parce que il y a tellement de dizaines d'années d'asymétrie des sexes, eh bien, il serait important que maintenant, nous arrivions à égalité. Merci, donc, Floriane. Féministe qui paraît nécessaire dans cette table ronde. Juste un point que je voulais ajouter, c'est que, en fait, les femmes qui ont été, on observe que les femmes qui ont été sollicitées pour entrer dans des conseils, quelle que soit leur taille, ont pris leurs responsabilités très au sérieux. En termes de disponibilité, d'abord, pour être sûr d'avoir la disponibilité avant de s'engager. Et deuxièmement, en termes de formation. On a vu, alors que ce sont en général des personnes qui ont tous les diplômes les plus équivalents à ceux des hommes, on a vu effectivement se mettre en place des formations, que ce soit celle de l'IFA avec Sciences Po, celle de l'INSEAD, celle de l'ESSEC faite par Viviane de Beaufort, qui sont pour moi, non pas le témoin que les femmes aient besoin de formation pour entrer dans les boards, mais plutôt de la responsabilité et du sérieux qu'elles ressentent dans cet engagement. Alors, je trouve simplement que cette formation devrait être étendue à tout membre, de toute personne, tout administrateur, toute personne qui va rejoindre un conseil d'administration, quel que soit son sexe, qu'il soit homme ou femme, pour être préparé à ces nouvelles responsabilités. Mais c'est intéressant de voir que ça a été une initiative très féminine que d'avoir ce support et cette formation. Bon, alors vous l'avez compris, nous sommes des militantes toutes les trois, hein. Évidemment. Tous les quatre, si oui. je puis me permettre. Exactement. Alors pourquoi sommes-nous militantes ? Personnellement, j'ai une expérience. J'ai été pendant 7 ans
seule membre du conseil d'administration de Renault. Alors Dieu merci, oui, seule femme. Dieu merci, Madame Souris est venue me rejoindre. J'en suis très contente. On se réjouit de la 3e qui va arriver, on ne sait pas quand, parce on s'était retourné vers l'État, puisqu'il y a des représentants de l'État, mais de ce côté-là, on n'a pas beaucoup d'espoir pour l'instant. Et peut-être, comme il y a des salariés qui sont présents au conseil d'administration, aura-t-on une syndicaliste qui viendra faire la 3e, parce que ça remonte le moral quand même de pas être seul. Hein. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que les femmes au potentiel ou les femmes qui vont monter dans la hiérarchie, il faut absolument, mais absolument vous entraider. Ça a l'air ridicule de dire ça, mais aux États-Unis, ça fait partie des discours habituels. Mesdames, aidez-vous. Il faut créer des réseaux à l'intérieur de l'entreprise. Il faut se dire qu'on peut s'aider les unes les autres, qu'il faut oser postuler et qu'il n'y a aucune raison finalement qu'une place dans le COMEX soit donnée plus à un homme qu'à une femme. Évidemment, égalité de performance et de compétences. Mais cette aide, cette solidarité et cette masse critique dont il est question dans tous les rapports, il faut vraiment être très très vigilant. Et la formation est un des éléments, mais ça n'est pas le seul. Je crois que vraiment la volonté de s'entraider, d'y arriver, puis d'y arriver ensemble, c'est quand même le meilleur moteur. Merci beaucoup, c'est une très très remarquable observation. Il reste, si je ne me trompe, une petite conclusion à faire sur la comparaison que nous avons entre les principaux pays regardant lesquels nous avons des statistiques et nous avons donc des références. Qu'en est-il de la participation des femmes dans la responsabilité des entreprises, donc dans les pays dans lesquels, en Europe et dans les pays dans lesquels la question peut se poser et a peut-être des solutions? Floriane. Alors, on observe, et c'est une jolie nouvelle, qu'avec 23,7%, le CAC 40 a devancé le Dow Jones International et le FTSE. Le FTSE était en avance l'année dernière par rapport à nous. On observe également que en Europe, parmi les pays qui ont pris des lois sur les quotas, bien sûr, la France est en avance aujourd'hui sur les obligations qu'imposait la loi, puisque c'était 20% en 2014. Et le CAC 40 est à 23, et je le rappelle, le SBF vient de passer la barre des 20%. D'autres pays européens sont en train de prendre des dispositions également. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie qui ont pris ou qui vont prendre des dispositions, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, le DAX est à 13%. Donc on nous compare régulièrement aux Allemands en ce moment, mais certainement pas en termes de parité dans les conseils. Merci. Vous avez un mot de conclusion, l'une puis l'autre. C'est tout à fait exact. La France est exemplaire dans le domaine. Alors, on peut toujours faire mieux, mais nous sommes pris comme exemple. Parce que ce n'était pas évident du tout de faire une loi sur les femmes dans les conseils d'administration. Parce que, pour beaucoup, l'entreprise appartient à ses actionnaires et c'est eux qui décident. Ils décident de prendre des hommes, des femmes, mais ce n'est pas à une loi de le faire à leur place. Et on aurait pu penser que cette loi soit très mal accueillie. Or, en fait, elle a été très bien accueillie. Et maintenant, Viviane Reding, qui a lancé une grande consultation pour savoir ce qui pouvait être fait dans les différents pays, eh bien, considère que la France est un exemple. Elle ne pensait pas aller aussi loin dans les lois qu'elle demandait au niveau européen, puisqu'elle pensait que c'était aux entreprises de se décider. Et elle pensait en faire une simple recommandation. Mais lorsqu'on a vu le succès de la loi française, nous allons faire exemple, nous allons faire tache d'huile, et normalement, nous devrions avoir des lois à peu près similaires qui vont se trouver dans les différents pays d'Europe. Donc, pour une fois, nous sommes en avance, félicitons-nous, nous sommes très forts. Nous sommes très fortes. Bien. Bien, je vous remercie. Je pense que nous avons accompli notre demi-heure et il en faudrait beaucoup plus, non pas pour vous convaincre, mais pour développer le sujet. Je pense que c'était important que vous ayez le témoignage de 3 femmes et moi je suis simplement l'appariteur de ces 3 femmes, ce qui est un rôle qui m'honore.